Je vais maintenant m'accorder la parole. La participation aux instances décisionnelles du point de vue de l'évaluation institutionnelle. Il faut voir que ces réformes-là s'inscrivent dans un mouvement de fond qui est la nouvelle gestion publique. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la nouvelle gestion publique? Quelles sont les caractéristiques? On les voit à l'écran présentement. Bien, le bien public est considéré comme un marché ou un quasi-marché. Il y a une séparation entre le décideur et l'exécutant. Le décideur fixe ses objectifs, les organisations publiques cherchent à les atteindre. Il y a une déconcentration grâce à la création d'agences sous contrat avec l'État. Il y a une contractualisation entre ces agences et le gouvernement avec la fixation d'objectifs et des contrats de prestations. Concurrence entre les instances pour la fourniture de services, responsabilité des agences face à l'État et aux citoyens, évaluation permanente à l'aide d'indicateurs et d'un mode qu'on appelle le mode de gestion axé sur les résultats, évaluation et rémunération au mérite inspiré du secteur privé et clientélisme des usagers du service public qui sont vus comme des clients à satisfaire. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un aplatissement de la hiérarchie et aussi ce qu'on appelle la subsidiarité, qui est le principe selon lequel on distribue les pouvoirs aux bons endroits et le plus près possible du niveau le plus bas. La gestion axée sur les résultats, ça consiste en quoi? Bien, ça consiste en 4 grandes étapes qu'on appelle s'engager, réaliser, rendre des comptes, apprendre et s'adapter. Dans l'étape d'engagement, bien, on va déterminer les priorités et les objectifs, les résultats visés. Excusez. On va mettre en œuvre ces engagements-là. Ensuite de ça, on va analyser les résultats qu'on aura obtenus et on va réinvestir dans la machine, si vous voulez. Au niveau du Québec, jusqu'à récemment, bien, le ministère avait un plan stratégique. Ce plan stratégique-là avait des objectifs, des visions, valeurs, tout ça, qui étaient repris en fin de compte par les commissions scolaires avec un plan d'engagement vers la réussite et au niveau des établissements par le projet éducatif. Maintenant, quels sont les éléments nouveaux par rapport à l'évaluation dans le projet de loi 40? Comme Catherine l'a dit tout à l'heure, le ministre possède beaucoup de pouvoirs et il y a les pouvoirs de déterminer des objectifs pour les centres de services scolaires et des cibles aussi concernant l'administration, l'organisation ou le fonctionnement d'un centre. Il y a la création du comité d'engagement vers la réussite scolaire, qui est un comité qui aura la tâche de faire la consultation élargie pour le centre, d'élaborer le plan, de faire les analyses des résultats et d'amener le processus jusqu'à sa terminaison. Le projet éducatif, comme le dit Catherine tout à l'heure, est transmis au centre. Alors, quels sont les outils? Bien, on a le plan stratégique du ministère, le plan de valorisation, excusez-moi, de la réussite au niveau du centre des services scolaires et le projet éducatif de l'école. Et on voit ici au niveau du plan stratégique, bien, la vision, la mission, les enjeux, les objectifs. Alors, c'est repris du point de vue plus régional avec des nouveaux objectifs et des nouveaux indicateurs et des cibles. Et au niveau de l'école, la même chose, des objectifs qui sont adaptés à l'école. Maintenant, quelles sont les conditions pour que la gestion axée sur les résultats fonctionne? Bien, d'abord, il doit y avoir un alignement stratégique, une cohérence entre tous ces objectifs-là. Et ils sont nombreux. On pense au plan stratégique, au plan d'engagement vers la réussite,
au plan de l'école, au plan éducatif de l'école, mais il y a aussi toutes sortes d'autres objectifs qui existent. La loi sur l'instruction publique, le programme de l'École québécoise, etc., etc. Donc, l'alignement stratégique, la responsabilisation. Alors, il faut que les mandats soient clairs d'un niveau à un autre. Il faut aussi que les niveaux aient une certaine dose d'autonomie, un pouvoir d'agir. Cette autonomie permet à ce qu'on attribue les résultats à quelqu'un, puisque les gens sont autonomes. Alors, on peut leur attribuer les résultats et on peut les rendre imputables. Donc, leur demander de rendre des comptes et leur imposer des conséquences en fonction de ces comptes-là. Maintenant, les modalités d'application de la gestion axée sur les résultats, bien, on peut avoir des modalités qui sont légères, avec des objectifs, des cibles déterminés localement, des incitatifs, des suivis. C'est un peu ce qu'on vit au Québec. Il n'y a pas véritablement de bâton jusqu'à présent face à la gestion axée sur les résultats, mais cette gestion axée sur les résultats peut être lourde, autrement dit, déterminée centralement avec du financement basé sur la performance, des bons d'éducation, des pertes d'emploi, des fermetures d'établissements. Face aux différentes étapes de la gestion axée sur les résultats, bien, il y a plusieurs endroits où, on pourrait dire, il y a un petit peu de slack, là. Et on en a identifié plusieurs. Entre autres, est-ce que les écoles sont capables de véritablement faire un portrait de la situation très élaboré? Est-ce que les buts vont être vraiment ceux qui vont être pertinents? Est-ce que les indicateurs et les statistiques vont arriver dans le bon temps? Tout ça. Donc, c'est des questions qui apportent beaucoup d'entraves à ce qui peut se passer dans l'application. Maintenant, comment ça peut se passer ailleurs? On a un exemple américain ici, qui est l'exemple apporté par l'Emerald Ash Borer University. Alors, voyez-vous, on a un système de financement basé sur la performance. Et les performances sont évaluées par des indicateurs clés. Alors, ici, on a un continuum qui part des indicateurs standardisés complètement à des indicateurs sur mesure. Et on a différentes modalités où certains États américains choisissent certains indicateurs, laissent d'autres choix à l'école. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, quand on tourne la page de ce document-là, on voit le titre de la page suivante. Will it work? Why it will work this time? Alors, pourquoi ça devrait marcher cette fois-ci? Alors, on voit qu'ils ne sont pas nécessairement très certains de ce qu'ils vont avancer. Maintenant, on peut regarder les critères de performance en fonction des métaphores de l'organisation. Et là-dessus, il y a trois grandes métaphores. Il y a celle de l'entreprise où on va avoir comme critère l'efficacité, l'efficience, le rapport valeur-investissement. Il y a celui de la machine administrative ou bureaucratique où le critère va être des critères d'adéquation, de conformité, ou encore des critères où on considère l'école, par exemple, comme un écosystème. Et là, bien, on va avoir des critères liés à l'organicité, la qualité des échanges, des relations et l'état de santé. Tout à l'heure, on avait un exemple américain. Je vais vous en proposer un autre en vous demandant la question, est-ce qu'obligatoirement, on devrait se passer des indicateurs? Eh bien, la réponse est peut-être pas non quand on regarde les indicateurs de la situation de l'État de l'Oregon. Voyez-vous, souvent, les indicateurs, c'est le produit intérieur brut, c'est l'économie, tout ça. Et eux, ils ont comme indicateur
la stabilité familiale, le développement de la petite enfance, le rendement des élèves de la maternelle à la 12e année, la qualité de l'air et de l'eau, l'abordabilité du logement, la situation de la criminalité, la situation de l'emploi et le revenu par habitant. Alors, c'est ce qu'ils considèrent avoir un État en santé. Merci.